7 secondes. C'est le temps qu'il a fallu pour qu'un homme de 100 kilos s'effondre sur le sol poli de l'aéroport d'Orly. Il n'y eut ni cri, ni coup visible. Seulement le bruit sourd et mat d'un genou heurtant le granito. Autour d'eux, le brouhaha incessant du terminal s'est évanoui en un instant, remplacé par un silence absolu et stupéfait. Un cercle d'une trentaine de voyageurs s'est figé, leurs yeux rivés sur la scène. L'agresseur, un judoka massif à la carrure imposante, est à terre. Face à lui, immobile, se tient un homme visiblement plus petit, les mains le long du corps, dont la posture détendue démentait toute implication dans la chute qui venait de se produire. Alain Tran reste à genoux, le regard fixé sur le sol. Aucune douleur physique ne se lit sur son visage, seulement une expression de choc pur et d'incrédulité totale. Son cerveau, habitué à la logique prévisible des prises et des projections, est incapable de traiter la séquence des événements. Comment son attaque la plus fondamentale, une charge explosive conçue pour dominer, a-t-elle pu être neutralisée sans effort apparent ? Sa posture d'agresseur, si affirmée quelques secondes plus tôt, s'est instantanément évaporée. Elle a laissé place à la fragilité d'un homme complètement désorienté, dont la réalité martiale venait d'être brisée sans qu'il comprenne comment. Bruce Lee n'a pas bougé. Il se tient là, parfaitement équilibré, sans la moindre trace de triomphe ou d'adrénaline. Sa respiration est calme, régulière. Il n'a pas adopté de garde de combat, ni avant, ni pendant, ni après l'incident. Ses mains, ouvertes et détendues, pendent le long de son corps, contrastant violemment avec les points que les spectateurs s'attendaient à voir. Son regard n'est pas fixé sur l'homme à terre avec arrogance, mais semble observer la scène avec une distance presque philosophique. Pour quiconque regarde, il ne ressemble pas à un vainqueur, mais à un point de calme au centre d'une onde de choc qu'il a créée sans le moindre effort visible. Le silence se brise en murmures confus. Les spectateurs se regardent les uns les autres, cherchant dans les yeux de leurs voisins une explication qu'ils ne trouvent pas. Ils n'ont pas assisté à un combat. Ils ont vu ce qui s'apparente à une chute inexplicable, un étrange accident de physique où la force et la masse ont semblé s'annuler d'elles-mêmes. Certains froncent les sourcils, rejouant mentalement la scène pour tenter de déceler la technique, le mouvement secret qu'ils ont manqué. Mais il n'y a rien à voir. La scène défie la logique, laissant une question suspendue dans l'air vicié du terminal. Comment un homme peut-il tomber sans avoir été touché ? Nous sommes quelques minutes plus tôt, la deuxième semaine de mars 1973. L'horloge murale du terminal principal de l'aéroport de Paris-Orly affiche 15h30. L'espace est un vaste hall impersonnel, baigné par la lumière blafarde et artificielle des néons. Une cacophonie constante règne, des annonces crépitent dans les haut-parleurs, des roulettes de valises trient le sol en granito poli, et des conversations en plusieurs langues s'entremêlent sans jamais se rencontrer. L'air, bien que régulé en température, est vicié, chargé de l'anonymat et de la hâte de milliers de vies en transit. C'est un non-lieu, un décor de pure fonctionnalité, où chaque individu est absorbé par sa propre trajectoire. Au milieu de cette agitation indifférente, Bruce Lee est assis sur un siège en plastique inconfortable, près d'une porte d'embarquement. À 32 ans, il n'est pas encore l'icône planétaire, mais une star reconnue à Hong Kong. Mesurant 1m72 pour 65 kg, il paraît frêle, sa posture presque voûtée par une fatigue visible. Le voyage et une charge de travail écrasante ont marqué ses traits. Il ne cherche l'attention de personne, son regard est entièrement plongé dans un carnet posé sur ses genoux, où il relit des notes pour son ouvrage majeur, le Tao du Jeet Kune Do. Il est un philosophe avant d'être une célébrité. Non loin de lui se tient Alain Tran, une force de la nature. Artiste martial franco-vietnamien de 35 ans, ceinture noire 4e dan de Jiu-Do, il est l'incarnation de la puissance physique. Du haut de son 1m88 et de ses presque 100 kg de muscles, forgé par 15 ans de compétition, il observe Lee avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Pour Tran, dont l'identité s'est construite sur la discipline rigide et l'efficacité prouvée du judo, la philosophie de Lee sur l'absence de forme est une provocation. Son ego, menacé par cette renommée grandissante, exige une validation physique, une réaffirmation de son propre système. La tension commence à monter, rompant la monotonie ambiante. Le défi verbal de Tran attire l'attention. Le cercle initial d'une douzaine de voyageurs curieux s'est épaissi rapidement, atteignant une trentaine de personnes. Ils forment une arène improvisée. Pour les deux hommes, l'enjeu est absolu et public. Si Lee est projeté au sol, sa philosophie sera discréditée comme une simple mise en scène de cinéma. Si Tran, le colosse, est vaincu par cet homme visiblement plus petit qu'il a défié publiquement, l'humiliation sera irréparable. La présence de ces témoins silencieux transforme la confrontation en un verdict sans appel. Bruce Lee, 32 ans, est l'incarnation d'une contradiction. Physiquement, ses 1m72 et ses 65 kg semblent insignifiants face à la masse de son futur adversaire. Une fatigue palpable marque ses traits, sa posture légèrement voûtée, alors qu'il se concentre sur les notes de son livre, le Tao du Jeet Kune Do. Il n'est pas un maître martial en démonstration, mais un penseur absorbé, un philosophe en transit. Pourtant, sous cette apparence se cache un risque absolu. Si sa méthode échoue ici, dans ce terminal impersonnel, face à des témoins anonymes, toute sa crédibilité s'effondrera. Sa philosophie sera réduite à une chorégraphie bonne uniquement pour le cinéma. Face à lui, Alain Tran est une certitude physique.
À 35 ans, ce colosse de 1,88 m et près de 100 kg est une ceinture noire 4e dan de judo. 15 ans de compétition ont sculpté sa musculature et forgé sa conviction dans la supériorité de son art, un système éprouvé par des règles strictes et des victoires tangibles. La renommée de Lee et sa philosophie de l'absence de forme sont une insulte à son dévouement. Son ego, menacé, exige une validation brutale. Il voit en Lee un homme plus petit, fatigué, vulnérable, une cible parfaite pour réaffirmer la primauté de la force et de la tradition. Le défi est lancé, précis et verbalisé. Si ton kung-fu est réel, tu ne devrais pas me laisser te saisir. Laisse-moi essayer une seule prise. Les règles implicites favorisent massivement Tran, limitant l'échange à la saisie, son domaine d'excellence. Le judoka force Lee à jouer sur son terrain. La tension attire les regards. Le cercle initial d'une douzaine de curieux s'épaissit pour atteindre une trentaine de personnes, transformant le défi en un verdict public. L'échec devient dévastateur. Pour Lee, c'est la preuve que sa méthode est impraticable. Pour Tran, c'est une humiliation professionnelle et personnelle irréparable face à un adversaire qu'il a sous-estimé publiquement. Bruce Lee ne répond pas par des mots. Il ferme lentement son carnet, le pose délicatement sur le siège à côté de lui et se lève. Il n'adopte aucune garde, aucune posture de combat. Ses mains pendent, détendues, le long de son corps. C'est une invitation, une acceptation silencieuse qui déroute. Pour Tran, cette passivité est l'ultime confirmation de la faiblesse de son adversaire, le signal d'une victoire facile et imminente. Il interprète le calme comme de la peur et se prépare à lancer son assaut. La symétrie est totale. D'un côté, une force explosive prête à déferler, de l'autre, un calme énigmatique qui attend. Les mots d'Alain Tran fendent l'air tendu du terminal, précis et irrévocable. Si ton kung-fu est réel, tu ne devrais pas me laisser te saisir. Laisse-moi essayer une seule prise. La proposition n'est pas une invitation, mais un ultimatum. Elle établit instantanément un cadre rigide, une règle unique qui va gouverner les prochaines secondes. Ce n'est plus un combat potentiel, mais un test de principe, une démonstration dont les conditions sont dictées par le provocateur. La phrase résonne dans le silence des 30 spectateurs, transformant une altercation en un contraverbal, dont l'issue semble déjà scellée par la nature même de la clause. La règle implicite est absolue. Il n'y aura ni coup de poing, ni coup de pied. Toute forme de percussion, l'arsenal le plus redouté de Bruce Lee, est banni de jeu. Le conflit est volontairement confiné à une épreuve de contrôle, une lutte au corps à corps où la domination s'exprime par la saisie et la projection. Cette limitation favorise massivement le judoka. Elle neutralise les armes les plus évidentes de Lee et le force à se défendre sur un terrain qui n'est pas son sien. Le défi est un piège stratégique, conçu pour dépouiller Lee de ses avantages et l'exposer là où il est théoriquement le plus vulnérable. Le véritable avantage pour Tran réside dans la nature même de sa spécialité. Le défi se concentre sur la phase de saisie, le kumikata, qui est le point de départ fondamental de toutes les techniques de projection du judo. En demandant la permission de tenter une seule prise, Tran demande en égalité à commencer l'affrontement à l'instant précis où son art devient le plus efficace. C'est comme demander à un sprinter de commencer la course à 1 mètre de la ligne d'arrivée. Pour lui et pour tout judoka expérimenté, une fois la prise établie sur un adversaire plus léger, la projection n'est plus une possibilité, mais une certitude mécanique. Pour le cercle de spectateurs, l'issue ne fait plus aucun doute. Il voit un colosse demandant la permission d'utiliser sa force la plus évidente contre un homme visiblement plus frêle, selon des règles qui annulent les défenses de ce dernier. Le déséquilibre est total, la conclusion semble écrite d'avance. La confiance de Tran est palpable, il a enfermé son adversaire dans une logique implacable. Le destin de cet affrontement ne semble plus dépendre du talent ou de la vitesse, mais de l'acceptation d'une condition unique qui garantit la victoire du plus fort et du plus lourd. Le piège est tendu. Le temps se suspend. Alain Tran explose vers l'avant, une masse de 100 kg lancée avec une intention pure et singulière. La première seconde voit son pied droit dévorer la distance, le cuir de sa chaussure crissant à peine sur le granito. La deuxième seconde, son bras gauche se détend tel un piston, les doigts crochus visant le revers de la veste de Lee, tandis que sa main droite suit, cherchant la manche pour verrouiller la prise. C'est une entrée de manuel, une séquence répétée des milliers de fois, l'ouverture d'un Ippon Seo Inage classique. Son visage est un masque de concentration, la victoire déjà inscrite dans ses yeux. La troisième seconde est une éternité. Au moment précis, une fraction de seconde avant que les doigts de Tran ne puissent se refermer sur le tissu, Bruce Lee ne recule pas, il ne bloque pas, il ne s'oppose pas à la vague. Au contraire, il exécute un mouvement presque imperceptible, un petit pas en diagonale vers l'avant et la gauche. Il n'esquive pas l'attaque, il entre à l'intérieur d'elle, se glissant dans l'angle mort de la vision et de la puissance de son adversaire. Pour les spectateurs, c'est un déplacement déroutant, une violation de l'instinct de survie qui dicterait la fuite. La quatrième seconde marque le point de contact. La main gauche de Lee, paume ouverte, ne frappe pas, mais dévie délicatement le poignet de Tran vers le bas. Simultanément, sa main droite, également ouverte, intercepte le coude du bras qui avance. Ce n'est pas une parade, c'est un guidage. Durant les 5e et 6e secondes, Lee n'oppose aucune force. Il transforme son propre bras en un coin, une rampe structurelle. Il ne stoppe pas l'élan de Tran, il l'accueille, le capture et redirige ses 100 kg de momentum linéaire en une force descendante et en spirale, utilisant l'énergie de l'agresseur contre lui-même. La 7e seconde est la conséquence inévitable.
La base de Tran, entièrement engagée dans son assaut vers l'avant, se désintègre. Son centre de gravité, détourné, le tire irrésistiblement vers le sol. Incapable de freiner sa propre inertie, son équilibre complètement rompu, son corps s'effondre. Ce n'est pas une projection, sa propre structure cède sous le poids de son attaque redirigée. Son genou droit heurte le sol poli de l'aéroport avec un bruit sourd et maîtrisé, unique son dans un silence soudain et total. L'agresseur est à terre, vaincu par un mouvement qu'il n'a jamais senti venir. Après le bruit sourd et mat du genou heurtant le sol, un silence absolu, presque palpable, s'installe pendant 2 longues secondes. Le brouhaha incessant de l'aéroport semble s'être évanoui, aspiré par le vide créé au centre du cercle de spectateurs. Leurs visages sont des masques d'incrédulité pure. Ils n'ont pas vu une technique de combat, pas une projection spectaculaire, mais un événement qui défie la logique, une sorte de chute inexplicable, où la cause et l'effet semblent déconnectés. Les murmures cessent, les valises s'immobilisent. 30 paires de yeux fixent la scène, essayant de rejouer mentalement ce qu'ils n'ont pas réussi à voir. Alain Tran reste à genoux, le regard perdu sur le granito poli. Aucune douleur physique ne se lit sur ses traits, seulement l'expression d'un choc total, d'une rupture cognitive. Son cerveau, conditionné par des années de certitude martiale, est incapable de traiter la séquence. Comment son attaque la plus fondamentale, une charge explosive conçue pour dominer, a-t-elle pu être neutralisée sans le moindre effort apparent? Sa posture d'agresseur, si affirmée quelques secondes plus tôt, s'est instantanément évaporée. Elle a laissé place à la fragilité d'un homme complètement désorienté, dont la réalité vient d'être brisée sans qu'il en comprenne le mécanisme. Le résultat n'est pas le fruit de la chance, mais l'application du principe central du Jeet Kune Do, l'interception. Bruce Lee n'a pas opposé la force à la force, il n'a pas cherché à se défendre contre la saisie, qui était l'action. Il a intercepté l'intention de saisie à son point le plus faible, au tout début du mouvement. C'est la philosophie de « être comme l'eau ». Tran a agi comme une force solide et prévisible, un rocher lancé avec un objectif unique. Lee, lui, s'est adapté à cette force, s'écoulant autour d'elle, utilisant l'élan et la structure de son adversaire pour provoquer sa propre chute. La technique traditionnelle du judoka a échoué, car son efficacité dépendait des conditions préalables. Établir une prise ferme. Lee lui a refusé cette prémisse fondamentale, non pas en bloquant, mais en rendant l'opportunité même de la prise inexistante. Le concept révélé est que le combat le plus efficace ne se gagne pas dans la confrontation directe, mais en contrôlant la distance et le timing pour démanteler une attaque avant même qu'elle ne puisse se matérialiser complètement. La victoire n'a pas été obtenue par une technique supérieure, mais par la maîtrise d'un principe qui rend la technique de l'adversaire obsolète. Sans un mot, sans la moindre trace de triomphe sur son visage, Bruce Lee tend sa main droite vers l'homme à terre. Alain Tran, encore visiblement sous le choc, lève les yeux et accepte l'aide. En se relevant, son regard a changé. L'arrogance a été remplacée par un respect profond, teinté d'une confusion presque révérencieuse. Il exécute une légère inclinaison de la tête, un salut martial silencieux qui vaut toutes les excuses et toutes les reconnaissances. La tension qui paralysait l'air se dissipe instantanément. Le provocateur est devenu un élève. Le cercle de spectateurs, témoins de ce geste pacifique, se désagrège en murmures, chacun emportant une version de l'inexplicable. Cette rencontre de 7 secondes à Orly devient une anecdote fondamentale, presque mythique dans les cercles d'arts martiaux. Elle constitue l'une des rares validations publiques et non scénarisées de la philosophie de Bruce Lee. Pour Alain Tran, l'expérience est une catharsis. Il abandonne son approche dogmatique et rigide du judo pour explorer les principes de l'adaptabilité et de l'entraînement croisé. Cet événement le transforme en un instructeur plus complet, plus humble. Des années plus tard, il ne racontera jamais cette histoire comme une défaite, mais comme le moment le plus important et le plus formateur de tout son parcours martial. Pour l'héritage de Bruce Lee, l'incident solidifie son statut au-delà de la simple célébrité cinématographique. Il n'est plus seulement un combattant exceptionnel, mais un penseur dont les théories sur le combat sont directement applicables à la réalité chaotique, bien loin de la sécurité d'un dojo. La scène d'Orly devient la preuve irréfutable que le Jeet Kune Do n'est pas une chorégraphie, mais un système fonctionnel capable de neutraliser la force brute avec une efficacité déconcertante. L'événement redéfinit la victoire, non comme l'anéantissement d'un adversaire, mais comme la transformation profonde et instantanée de sa mentalité. Cet affrontement ne démontre pas la supériorité d'un art martial sur un autre, ni la victoire d'un homme sur un autre. Il révèle une vérité bien plus fondamentale. La véritable maîtrise ne réside pas dans l'accumulation infinie de techniques codifiées ou dans la puissance physique brute, mais dans la capacité à appliquer le principe juste à l'instant précis. Il s'agit de percevoir l'intention et d'intercepter la source du mouvement, transformant l'élan même d'un agresseur en la cause directe et inévitable de sa propre chute. La force n'a pas été vaincue, elle a été redirigée.